Je suis très heureuse d'avoir gardé toutes ces toiles en pensant qu'un jour je pourrais les montrer parce que ce sont des œuvres clés. Et d'ailleurs, quand les gens viennent dans l'atelier qui me disent « Ah, celle-là, elle est formidable, je la veux », je dis « Non, non, ça fait partie de ma collection, c'est muséal ». Mais maintenant, je vais pouvoir les montrer, donc il y a beaucoup plus de gens qui vont pouvoir les voir. C'est la recréation d'une histoire, oui. Oui, oui. Bah, c'est mon histoire, en fait. Et ce que je pense qui est essentiel dans une œuvre rétrospective, c'est que l'on voit la trajectoire d'un artiste. On comprend ce qui l'a mû depuis le départ, comment il l'a développé, quelles ont été les bifurcations. C'est donc fondamental pour le spectateur et pour l'artiste de voir la rétrospective de celui-ci. Parce que là, on comprend ce qu'il a voulu transmettre. Ça, c'est la liste des œuvres salle par salle, mais pas encore positionnées dans l'espace. Il y a 11 salles. Il y a 11 salles, oui. On pourrait faire une exposition de 30 tableaux de Pivoine et on aurait déjà une impression absolument merveilleuse. Alors c'est vrai que là, je fais mon métier de conservateur en ayant une démarche peut-être un peu pédagogique, de faire comprendre aux visiteurs d'où vient l'artiste. Là, il y a même j'ai fait un plan, là. C'est une grande salle qui fait 28 mètres de long. Et donc là, il a vraiment fallu que je fasse tout à l'échelle pour voir exactement où placer les toiles. Faire une rétrospective dans un moment important de son travail, et je crois qu'on est dans un moment crucial et ouvert de son travail, c'est montrer le temps pour l'ouvrir sur le futur. Au rez-de-chaussée, ça commence par des toiles les plus anciennes qui datent fin des années 80, années 90, avec les thèmes, les icars, les coupoles. Et c'est très géométrique comme travail. Et dans l'entrée, il y a un grand mur, juste avant les salles d'exposition, où on va mettre une grande spring dance rouge. Une grande spring dance rouge, mais ouais. Entre-temps, j'ai décidé de faire une grande toile sur la vague. J'avais envie, en fait, de me concentrer sur l'idée d'une vague. Alors évidemment, ça peut être la vague des migrants, mais c'est aussi la vague meurtrière de la mer qui engloutit. C'est aussi la vague comme une ligne de vie. Ça peut être aussi une ligne d'horizon pleine d'espérance. J'ai mon pinceau, je suis devant la toile, mais je rentre dedans. Je rentre dedans physiquement et mentalement. C'est pour ça que je travaille très lentement. C'est qu'en fait, je me projette dans le trait. Je deviens la vague. Ça demande une concentration, ça demande beaucoup d'énergie et de présence. C'est-à-dire, je pense à plein de choses en même temps. Et en même temps, le pinceau, je laisse le geste libre. J'essaye d'être le moins possible volontaire. C'est comme si le pinceau faisait bouger mon bras. C'est comme si le trait faisait bouger mon corps. On est passé au-delà de la gestuelle qu'on connaît d'elle. Cette gestuelle, quelque chose un peu de l'expression presque lyrique aussi à des moments. Elle a trouvé une marque en utilisant des matériaux comme la brosse, des choses qui ne sont pas traditionnelles dans la peinture.
pratiquement pour avoir une absence d'intervention. Elle pourrait d'ailleurs faire ça avec la main, je pense que ça serait assez beau. Je parle très peu des dessous de mon travail, c'est-à-dire qu'on le voit formellement, on voit les couleurs, on se dit bon, il y a les fleurs, c'est gestuel, etc. Mais on ne sait pas forcément qu'il y a toujours quelque chose derrière, parce que j'ai besoin qu'il y ait quelque chose derrière, sinon ça ne se déclenche pas. Chez Nagia, il y a deux pans. Il y a ce plan symbolique, spirituel, d'une calligraphie féminine, de vitalité qui va du côté du corps, du geste et aussi d'une dimension spirituelle. Mais elle a souvent travaillé en fonction d'événements qui l'ont bouleversée. Et par exemple, elle a fait une série de coupoles au moment de la guerre de la Bosnie. Il y avait une certaine indifférence par rapport à cette guerre, et Nagia l'a vécue assez douloureusement. Je scanne tout. D'accord. Et comme ça, on fera le choix. Faudra en prendre une de chaque. On va en prendre une rose, une comme ça, une blanche. Et on en mettra peut-être pas mal. Enfin bon, prends tout et puis... Tu peux me trouver des photos de fleurs d'amandier. Oui. L'intérêt, pour moi, c'est de capter à travers la photo, à travers les croquis, non pas vraiment la forme, mais la sensation que j'ai face à la fleur. Il n'y a pas de tige, il n'y a pas de feuilles, mais il y a tout le mouvement à l'intérieur de la fleur qui dit justement l'épanouissement dans l'espace, mais l'épanouissement aussi dans le temps et le côté éphémère. Dans les fleurs de Nadja, j'ai trouvé quelque chose de tout à fait spécifique. D'abord, tout un travail de la ligne, comme mouvement du corps et mouvement du geste. Et ce trait est à la fois concret, puisque c'est des fleurs, et abstrait. Après, on passe à des fleurs de couleur, des fleurs plissées, ce qu'elle appelait des fleurs flux. C'est-à-dire que la fleur devient le symbole de la fluidité des choses, de la fluidité du monde. Et dans ces immenses plissés floraux, on a vraiment l'émergence de la beauté et de la beauté ambiguë. Et c'est cette beauté ambiguë qu'elle va trouver en Espagne quand elle va inscrire dans le cœur des fleurs les désastres de la guerre et les scènes de violence de Goya. Ça fait 30 ans que je travaille, mais j'ai toujours cette volonté de liberté. L'inspiration, c'est très mystérieux en fait. Ça me demande une certaine passivité, mais j'ai confiance dans l'état dans lequel je suis qui va faire en sorte que les choses vont venir d'elles-mêmes. Je montre de l'invisible parce que l'émotion, la volupté de peindre, la spiritualité, tout ça, c'est de l'ordre de l'invisible. Le corps est un outil véritable de travail et sa peinture exprime vraiment cette relation intime entre la peinture, le dessin et la danse. Il ne cherche pas, à vrai dire, à représenter le réel, mais plutôt à exprimer une certaine énergie, un dynamisme. Et quand on voit sa peinture, il y a à la fois un dynamisme du geste, le corps de l'artiste, du poignet de la main, du bras, et de corps entier, est mobilisé pour réaliser ses œuvres de grand format. Et puis, ces œuvres elles-mêmes dansent en réalité. Quand on les voit, elles sont modulées, elles se creusent et se contorsionnent. Et tout cela parle de la danse d'une manière intense. Quand j'ai redécouvert Loie Fuller, danseuse américaine, j'ai été complètement sidérée par les affinités entre les volutes que j'avais peintes
Et puis, cette danse serpentine, quelle affinité j'ai avec elle? Pourquoi est-ce que ces volutes ressemblent tellement à sa danse? Et je me suis dit que c'était sans doute parce qu'elle exprimait quelque chose de son intériorité, dans un espèce de mouvement comme ça, extrêmement dynamique. Et ça, peut-être que c'est quelque chose de féminin, tout simplement. Ce qu'on a en commun, c'est qu'on est toutes les deux des femmes, et que donc cette intériorité, on l'exprime de cette façon-là. Cette série-là, c'est à partir d'une sculpture de Camille Claudel qui s'appelle La Valse. Bon, c'est un homme et une femme qui s'enlacent, qui tournent comme ça. Et il y a un drapé tout à fait extraordinaire qui dit beaucoup plus que les personnages qui tournent, que les visages, que les bras. Tout est dans le drapé. Elle a travaillé longtemps sur ce thème-là, de la passion, en fait. C'est le thème de la passion. Alors peut-être parce que je suis passionnée, c'est les couleurs de la passion, le noir et le rouge. Ce corps n'est pour elle intéressant que parce qu'il est mu par une énergie et qu'il s'ouvre sur une dimension spirituelle. Cette toile rouge est inspirée par Greco. Alors elle est influencée par rapport à une toile précise qui s'appelle l'espolio. L'espolio étant la traduction en espagnol de la tunique, c'est la tunique dépouillée du Christ. Greco est un artiste de la synthèse. Et Nagia, pour moi, est dans une synthèse. Elle est dans la synthèse entre l'Orient et l'Occident. Il y a quelque chose de l'ordre du sensible, de la couleur, de la calligraphie, de l'ornementation, si l'on veut, orientale, mais aussi de par la liberté de ses gestes, de par l'invention de ses formes, du côté du contemporain occidental. Quand on étudie son art, il y a des références claires à un certain Maroc, à travers certains motifs, à travers certaines couleurs, à travers certains gestes, à travers certaines références, mais il va au-delà de cela. Il y a aussi tout ce qu'il a nourri dans l'univers occidental, et c'est cette synthèse qui n'est pas du tout artificielle qui lui donne cette puissance. À Paris, je me sens très bien pour des raisons culturelles. Essaouira, là où je suis en pleine campagne. Ce que j'ai de très fort là-bas, c'est le rapport à la nature et le rapport au cosmique, parce que c'est une campagne extrêmement... Je suis dans l'immémorial, en fait. Ça s'appelle Gnawa-Soul. Et c'est sur l'africanité du Gnawa. Donc tout à coup, j'ai eu envie de travailler de façon un petit peu plus géométrique. Voilà, c'est une forme symétrique, mais il y a une asymétrie au niveau des couleurs, comme on peut trouver dans certains masques africains. Ça fait partie de l'histoire des Essaouira et de l'histoire du Maroc, le Gnawa. Il va y en avoir 4 dans l'exposition Face à l'histoire. Ça, c'est une sculpture assez dramatique de Maï. Et derrière, c'est un war flower où c'est un... Bon, c'est la guerre, c'est les désastres de la guerre. Enfin, ça colle complètement. Avec Nagia, nos travaux se flattent mutuellement. C'est une fille qui a beaucoup de force dans son travail. A priori, on voit des fleurs et tout ça, mais dès qu'on rentre là-dedans, on voit tout un travail extrêmement grave. J'ai horreur de l'habitude et c'est pour cette raison que je change de technique à un moment donné, au bout de 10 ans. J'ai besoin d'une autre technique parce que l'habitude ne m'intéresse absolument pas. Je m'ennuie en répétant. C'est une peintre dont la sensibilité, dont le pinceau, dont l'expression, moi, m'a toujours fasciné. Et au fil des ans, son talent s'affirme, se confirme, et elle est aujourd'hui l'une des très grandes.
Il y a encore des gens à qui le nom de Najia Mehaji ne dit rien. J'espère bien d'ailleurs que cette exposition va contribuer à faire changer les choses. Nous avons visité le musée longuement avec Najia, en commençant à imaginer où mettre les grands tableaux qui ont besoin de beaucoup de respiration, qui ont besoin de beaucoup d'espace. Donc on s'est par exemple attaché au début à la grande salle où sont exposés Souira, Marie-Madeleine. C'est un laser qui permet en fait de faire le calcul horizontal et vertical pour l'alignement de nos tableaux. Voilà. Donc conçu comme cela, un peu salle par salle. Et puis ensuite, j'avais envie que l'exposition parle d'elle-même. Et pour qu'elle parle d'elle-même, je voulais parler de l'universalité des sources d'inspiration de Najia. Je voulais dire que son regard s'était aussi bien posé sur la beauté de la nature que sur la beauté des grandes œuvres d'art de l'humanité. Mais c'est les mêmes sticks, tu sais, c'est les gros sticks à l'huile que j'utilise. La ronde d'Eros et Thanatos. Ouais. Donc pour cela, j'ai choisi d'exposer en contrepoint des œuvres qui viennent de l'Institut du monde arabe, du musée d'Orsay, du musée des arts décoratifs, et qui montrent un peu que ces sources d'inspiration sont universelles, ce qui confère aussi à son travail une valeur universelle et une valeur intemporelle. Allez tout doucement vers la porte, 5 cm pour les pas. Là, toutes les œuvres sont des œuvres que j'avais gardées pour une éventuelle exposition muséale. Donc c'est extraordinaire que cette exposition ait lieu avec ces œuvres, justement, qui étaient dans l'atelier, qui attendaient. C'est vraiment des pans entiers de ma vie, quoi, qui se déroulent comme ça dans l'exposition. C'est une vraie visibilité. Et c'est vrai que j'en avais besoin. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est dans l'atelier, qu'on travaille tout le temps, quotidiennement, on ne se rend pas vraiment compte de comment le travail est perçu à l'extérieur. Et là, tout à coup, tout ce travail sort de l'atelier, on le montre. Et ça, c'est très important. C'est 30 ans de travail. Sans le public, l'œuvre n'existe pas. Sans le regard de l'autre, l'œuvre n'existe pas. Je suis toujours à l'affût de savoir ce que les gens voient. Parfois, je suis très surprise parce que c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Et je suis très contente parce que je me dis, tiens, voilà, c'est quelque chose de plus. Il faut qu'une œuvre puisse être vue par des gens très différents, de cultures très différentes, d'âges très différents. Il faut que ça soit vu, que ça puisse être vu par tout le monde. Pour moi, ça, c'est très important.